Le jour où j'ai trouvé cette enveloppe cachée était le même jour où j'ai réalisé que mon propre fils m'avait volé ma vie. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Cette histoire que je vais vous raconter changera peut-être votre façon de voir ceux qui vous sont les plus proches. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand je pensais encore que l'amour maternel était indestructible. Je m'appelle Françoise, j'ai 68 ans, et pendant 43 années, j'ai cru que ma maison était un sanctuaire. Cette maison au volet bleu que Paul et moi avions achetée avec nos économies de jeunes mariés, cette maison où nous avions élevé notre unique fils, Thomas. Chaque pierre, chaque planche du parquet, chaque rosier du jardin portait l'empreinte de nos mains, de nos rêves, de notre amour. Paul avait commencé comme simple ouvrier sur les chantiers. Ses mains rugueuses sentaient toujours le ciment et la poussière de plâtre quand il rentrait le soir. Mais il avait une vision, une détermination qui l'a porté jusqu'à diriger sa propre équipe, puis sa petite entreprise. Nous vivions modestement, mais nous étions riches de projets. Thomas était notre fierté, notre investissement dans l'avenir. Le cancer de Paul est arrivé comme un voleur dans la nuit. Pancréas, stade avancé. Les médecins ont utilisé des mots froids et techniques, mais leur regard disait tout. 6 mois, peut-être moins. J'ai regardé cet homme qui avait bâti notre vie de ses propres mains se rétrécir jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un souffle fragile dans notre lit conjugal. Thomas venait nous voir, bien sûr. Avec Céline, sa femme au sourire poli et aux yeux toujours fuyants. Elle m'a toujours mise mal à l'aise, cette fille. Pas méchante, non, mais froide comme un matin d'hiver. Elle embrassait Paul sur la joue avec la même expression qu'on adopte en serrant la main d'un inconnu. Après les funérailles, après les condoléances et les casseroles des voisines, le silence s'est installé. Thomas et Céline sont venus moins souvent. Toujours des excuses, le travail, les embouteillages, un rhume de Céline. Je comprenais, bien sûr. Le deuil, c'est difficile pour tout le monde. Puis, un dimanche de novembre, ils ont sonné à ma porte avec des croissants de la boulangerie et cette expression particulière que prennent les gens quand ils vont vous annoncer quelque chose d'important. « Maman », a dit Thomas en s'asseyant dans le fauteuil de Paul, on a réfléchi. Tu es toute seule dans cette grande maison, et nous, on aimerait avoir des enfants, commencer une vraie famille. Céline a hoché la tête, ses doigts pianotant sur son téléphone. On se disait qu'on pourrait s'installer ici. Il y a de la place pour tout le monde. Mon cœur s'est serré. L'idée de les avoir près de moi, d'entendre à nouveau des rires d'enfants dans cette maison. Mais où est-ce que je dormirais? On a pensé à ça, a continué Thomas. Le grenier, tu sais, cet espace sous les combles qu'on n'utilise jamais. On pourrait l'aménager, faire quelque chose de coquet. Tu aurais ton intimité, et nous aussi. Le grenier. Cette petite pièce mansardée où nous stockions les décorations de Noël et les souvenirs d'enfance de Thomas. L'escalier était raide, le plafond bas. À mon âge, avec mes genoux qui craquent. Mais Thomas était mon fils. Mon seul enfant. Et l'idée de petits-enfants? D'accord, j'ai murmuré. Si c'est ce que vous voulez. Les travaux ont commencé 2 semaines plus tard. Des ouvriers envahissaient ma cuisine dès 7 heures du matin, transformant ma maison en chantier. J'ai emballé mes affaires les plus précieuses, les photos de Paul et moi, sa montre, quelques livres, les lettres qu'il m'écrivait quand il travaillait loin de la maison. C'est en montant mes cartons dans le grenier que j'ai commencé à remarquer. Les affaires de Paul disparaissaient. Sa collection de pipes, rangée avec soin dans le salon. Sa bibliothèque de livres techniques, accumulée au fil des années. Même sa chaise préférée, celle avec le coussin usé où il lisait son journal le dimanche matin. On fait du tri, m'a expliqué Céline quand j'ai osé demander. Il faut moderniser, vous comprenez. Faire de la place pour le bébé. Le bébé qui n'existait pas encore. Le bébé dont il ne parlait jamais vraiment, sauf pour justifier mes sacrifices. Les semaines passaient. Je vivais comme une locataire dans ma propre maison, montant et descendant ce maudit escalier qui me brisait les genoux. En bas, j'entendais Céline redécorer, choisir de nouveaux meubles, effacer 40 ans de souvenirs communs. Un soir de janvier,
Alors que je descendais chercher un verre d'eau, j'ai entendu leur voix depuis le salon. Ils parlaient à voix basse, mais les murs de cette vieille maison portent les sons. L'avocat confirme, disait Thomas. Comme papa n'avait pas fait de testament et que la maison était à son nom uniquement, j'hérite automatiquement en tant que fils unique. Et ta mère? La voix de Céline, plus claire maintenant. Elle n'a aucun droit légal sur la propriété. On peut faire la demande de transfert de titre dès maintenant. Et après? Un silence. Puis la voix de mon fils, mon enfant que j'avais porté, nourri, élevé. Après, on verra pour la maison de retraite. Les chaînes dorées, tu sais, celle près de chez ta mère. Elle sera bien là-bas. Mes jambes ont failli me lâcher. Je me suis agrippé à la rampe, le souffle coupé. Mon fils. Mon propre fils planifiait de me voler ma maison et de m'abandonner dans un mouroir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond mansardé en repensant à tout. Au sacrifice de Paul, aux années où nous avions économisé chaque centime pour cette maison, au week-end passé à la rénover ensemble. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier. C'était notre vie, notre héritage, notre amour transformé en pierre et en bois. Au matin, une certitude m'habitait. Je ne me laisserais pas faire. J'ai commencé par fouiller discrètement. Paul était méticuleux, organisé. S'il avait préparé quelque chose pour me protéger, ce serait dans son bureau. Mais Thomas et Céline avaient déjà vidé toutes les armoires visibles, trié tous les dossiers apparents. C'est alors que je me suis souvenu. Paul, quelques mois avant sa mort, m'avait pris la main et murmuré « Françoise, si quelque chose m'arrive, cherche derrière le tiroir du fond. » Le petit compartiment secret que j'ai installé quand j'ai fait le bureau. Tu te souviens? Je m'en souvenais vaguement. Paul bricolait toujours, créait des rangements astucieux partout dans la maison. Le lendemain, pendant que Thomas et Céline étaient sortis choisir de la peinture, j'ai descendu l'escalier sur la pointe des pieds. Dans son bureau transformé en débarras temporaire, j'ai trouvé le vieux secrétaire en chaîne. Mes doigts tremblants ont tâtonné derrière le tiroir du fond jusqu'à sentir un petit loquet. Clic. Un compartiment s'est ouvert, révélant une enveloppe Kraft scellée à la cire rouge. À l'intérieur, l'écriture soignée de Paul sur une lettre datée de 2 mois avant sa mort. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Mais j'ai pensé à toi, comme toujours. Cette maison est autant la tienne que la mienne. J'ai mis à jour mon testament chez Maître Dubois. Tu es ma seule héritière. J'ai aussi régularisé l'acte de propriété pour que ton nom y figure. Et il y a autre chose. » Mes mains tremblaient en découvrant les documents joints. Testament révisé, acte de propriété rectifié à nos 2 noms, relevé d'un compte bancaire que je ne connaissais pas. Paul avait secrètement économisé pendant des années, mettant de côté une partie de ses primes, créant un coussin de sécurité pour mes vieux jours. 180 000 €. Une somme que je n'avais jamais imaginé posséder. Mais ce n'était pas tout. Au bas de la lettre, Paul avait ajouté « Méfie-toi de Thomas concernant l'argent. J'ai des doutes depuis qu'il a insisté pour gérer mes comptes pendant ma maladie. » Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois. Cet homme élégant aux cheveux argentés connaissait Paul depuis 20 ans. Quand je lui ai montré les documents, son visage s'est assombri. « Madame Rousseau, ces papiers sont parfaitement valides. Votre mari a été très prévoyant. » Il a ajusté ses lunettes. Cependant, j'ai découvert quelque chose de troublant. Votre fils s'est fait ajouter comme signataire autorisé sur le compte joint que vous aviez avec votre mari. Il y a eu des retraits réguliers ces 6 derniers mois. Des retraits de 20, 30 000 €. Mon propre fils pillait l'héritage de son père mourant. Que puis-je faire? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Nous allons geler le compte immédiatement. Transférez tous les fonds sur un nouveau compte à votre seul nom. Et pour la maison? Il a souri, un sourire qui ressemblait à celui de Paul quand il avait trouvé la solution à un problème difficile. Votre mari a été plus malin que tous. Cette propriété vous appartient légalement.
Les jours suivants ont été étranges. Je continuais ma vie de grand-mère déchue dans le grenier, souriant quand Thomas montait me voir, acquiesçant quand Céline me parlait de leur projet d'aménagement. Mais chaque soir, je relisais les documents de Paul, je mémorisais chaque détail de ma stratégie. 3 semaines plus tard, j'étais prête. C'était un vendredi soir. Thomas et Céline célébraient dans le salon. Ils venaient de signer ce qu'ils croyaient être les papiers de transfert de propriété. Céline avait ouvert une bouteille de champagne, celui que Paul et moi gardions pour les grandes occasions. Je suis descendu lentement, mes talons résonnant sur chaque marche comme un métronome. Dans ma main, je serrais une chemise cartonnée. « Thomas, Céline, j'ai dit d'une voix calme. Il faut qu'on parle. » Ils se sont retournés, encore souriants, encore confiants. Céline a posé sa coupe sur la table basse que Paul avait fabriquée de ses mains. « Maman, on allait justement monter t'annoncer la bonne nouvelle, » a dit Thomas. « Tout est réglé maintenant. La maison nous appartient officiellement. » J'ai ouvert la chemise et posé les documents sur la table. Le testament, l'acte de propriété rectifié, les relevés bancaires. En fait, non, j'ai répondu. Cette maison m'appartient. Entièrement. Légalement. Et l'argent que tu as volé sur le compte de ton père. Maître Dubois a tout retracé. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le teint de Thomas virer au gris, les yeux de Céline s'écarquillaient de stupeur. « Maman, je peux t'expliquer » ? « M'expliquer quoi, Thomas ?» Ma voix restait douce, mais je sentais une force nouvelle m'habiter. « M'expliquer comment tu as profité de l'agonie de ton père pour voler son argent ? M'expliquer comment vous avez planifié de me jeter comme un meuble encombrant après m'avoir dépouillé. » Céline s'est levée brusquement. « C'est ridicule. Ces papiers ne valent rien. Maître Dubois pense le contraire. » J'ai sorti mon téléphone. D'ailleurs, il attend mon appel. Un seul mot de moi, et la police économique s'intéresse à vos petites manœuvres. Thomas a tenté de s'approcher, mais quelque chose dans mon regard l'a arrêté. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu dans ses yeux la reconnaissance de qui j'étais vraiment. Pas une vieille femme fragile et manipulable. La femme qu'il avait élevée, qui avait tenu cette famille ensemble pendant que Paul construisait notre avenir. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires et quitter ma maison, » j'ai continué. « Demain matin, les serrures seront changées. L'argent volé sera récupéré par voie légale. Et si vous tentez quoi que ce soit, j'ai des preuves de vos conversations enregistrées. » Ce dernier point était un bluff, mais leur panique m'a confirmé que j'avais visé juste. Céline a éclaté. « Tu ne peux pas nous faire ça. On a investi dans cette maison, on a payé des travaux. Avec l'argent de mon mari mort, j'imagine. » Ma voix ne tremblait plus. « Ces travaux que vous avez financés avec des fonds volés dans le compte familial. » Thomas s'est effondré dans le canapé. « Maman, on ne voulait pas, c'était juste pour s'installer, pour te garder près de nous. » « Me garder ?» J'ai ri, un rire sans joie. « Vous vouliez me parquer dans un mouroir dès que vous auriez mis la main sur ma maison. J'ai tout entendu, Thomas. Tout. » Le déménagement a pris exactement 58 minutes. Je les ai chronométrés depuis la fenêtre de la cuisine, la même fenêtre où je regardais Paul revenir du chantier chaque soir. Céline jetait des affaires dans des sacs en plastique avec une rage silencieuse. Thomas, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Avant de franchir la porte, il s'est retourné vers moi. « Maman, je suis désolé. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. » « Moi, je sais, » j'ai répondu. « On en est arrivé là parce que vous avez pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Parce que vous avez cru qu'une femme en deuil était forcément une proie facile. » La porte s'est refermée. Le silence est revenu, mais cette fois, c'était un silence choisi. Ce soir-là, j'ai redescendu toutes mes affaires du grenier. J'ai replacé la photo de Paul sur sa table de chevet, j'ai remis sa pipe préférée sur la cheminée. J'ai retrouvé ses livres dans un carton marqué à donner et je les ai remis sur leurs étagères. Puis je me suis assise dans son fauteuil,
celui où Thomas s'était installé pour m'annoncer leur plan, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des mois. De la paix. Les semaines suivantes ont été consacrées à la paperasse. Maître Dubois s'est occupé de récupérer l'argent détourné. Thomas n'a pas résisté, il savait que j'avais tous les atouts en main. L'argent volé a été restitué avec les intérêts de retard. J'ai fait changer les serrures, comme promis. J'ai aussi fait installer un système de sécurité. Pas par peur, mais par principe. Cette maison était redevenue mon territoire. Un matin de mars, alors que je buvais mon café dans la cuisine inondée de soleil, j'ai pris une décision. Cette maison portait trop de souvenirs douloureux maintenant. Pas ceux de Paul, ceux-là, je les chérirai toujours. Mais ceux de la trahison, de la manipulation, de ces mois où j'ai douté de ma propre valeur. J'ai contacté une agence immobilière. La maison valait bien plus que Paul et moi n'aurions jamais imaginé. Le quartier s'était embourgeoisé, les propriétés anciennes étaient recherchées. Avec l'argent de la vente et les économies secrètes de Paul, je pouvais m'offrir un joli appartement près du centre-ville. Avec ascenseur. Avec une terrasse donnant sur les toits de la ville. Un nouveau départ à 68 ans. Le jour de la signature chez le notaire, Thomas a appelé. Première fois depuis 3 mois. Maman, j'ai appris pour la vente. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison de famille. Non, Thomas, j'ai répondu en regardant les clés de mon nouvel appartement. C'était la maison de Théa famille. Moi, je viens de me construire une nouvelle vie. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis, plus bas, est-ce qu'on peut se voir? Essayer de réparer? J'ai réfléchi un moment. Quelque chose en moi s'était endurci, mais pas fermé. Peut-être un jour, Thomas. Quand tu auras compris que l'amour ne se vole pas, ne se manipule pas. Quand tu auras appris la différence entre prendre soin de quelqu'un et en profiter. J'ai raccroché et glissé le téléphone dans mon sac. Mon nouveau sac, acheté avec mon argent, pour ma nouvelle vie. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je regarde cette histoire avec un recul étonnant. Ce que j'ai vécu m'a appris quelque chose d'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie. Peu importe l'âge, peu importe les circonstances. Parfois, il faut accepter que ceux qu'on aime le plus soient capables du pire. Et parfois, il faut avoir le courage de se sauver soi-même. Paul m'avait laissé bien plus qu'une maison et de l'argent. Il m'avait laissé les outils de ma liberté. Comme s'il avait su, même dans ces derniers instants, que j'aurais besoin de me défendre contre ceux qui penseraient pouvoir profiter de ma solitude. Mon appartement a une belle vue sur les toits. Chaque matin, je bois mon café en regardant la ville s'éveiller, et je pense à Paul. Pas avec tristesse, mais avec gratitude. Il m'a protégé même après sa mort. Et Thomas? Thomas apprend lentement que certaines leçons coûtent cher. Très cher. Céline et lui ont dû déménager dans un petit 2 pièces en banlieue. Finalement, ils ont eu leur bébé, une petite fille qu'ils ont appelée Pauline. Un prénom qui m'a surprise et émue malgré tout. Parfois, je me demande si je reverrai ma petite fille un jour. Peut-être, quand Thomas aura vraiment compris ce qu'il a perdu. Quand il aura appris que l'amour véritable ne se prend pas, il se mérite. En attendant, je vis ma nouvelle vie. J'ai rejoint un club de lecture, je prends des cours d'aquarelle, j'ai même adopté un charou que j'ai appelé Paul. Pas par nostalgie, mais par reconnaissance. Car voyez-vous, la plus belle revanche n'est pas la destruction de ceux qui nous ont fait du mal. C'est la reconstruction de soi-même, plus forte qu'avant. C'est de leur montrer que leur trahison ne nous a pas brisés, mais révélés. Et ce matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une carte. Grand-mère, j'aimerais vous rencontrer. Thomas. Écrit de la main de mon fils, avec une adresse de rendez-vous. Un café près de chez moi. Peut-être que l'histoire n'est pas finie. Peut-être que certaines leçons finissent par porter leurs fruits. Mais cette fois, si je décide de lui donner une chance, ce sera à mes conditions. Dans ma force retrouvée, pas dans ma faiblesse supposée. Car j'ai appris quelque chose d'essentiel dans cette épreuve.
Il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a enfin décidé de se battre pour elle-même.